Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre et c'est la séance numéro 4 du module programmation linéaire. Aujourd'hui, on va introduire l'algorithme du simplex. Si je reviens aux 4 phases du processus d'optimisation, après avoir vu quelques exemples de modélisation, après avoir vu la méthode de résolution graphique, aujourd'hui, on va commencer l'algorithme du simplex. Pourquoi le simplex? Premièrement, parce que la méthode de résolution graphique, comme on a vu, elle est limitée. On peut résoudre graphiquement un problème qui a au plus 3 variables de décision. Parce que la méthode de résolution graphique consiste à attribuer un axe pour chaque variable de décision. Les exemples qu'on a fait, on a résolu des problèmes linéaires en utilisant la méthode de résolution graphique parce qu'on avait 2 variables de décision, x1, x2. Donc, c'était simple de représenter les contraintes dans le plan et puis de faire donc ce qu'on a fait les étapes de résolution graphique pour trouver la solution. Si le nombre de variables de décision est strictement supérieur à 3, la méthode de résolution graphique n'est pas applicable. Pour cela, on va voir une méthode plus générale. La méthode qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'algorithme du simplex. Donc, l'objectif de la séance d'aujourd'hui serait d'introduire la méthode de simplex. Donc, comment on va l'introduire? On va l'introduire sur un exemple. Alors, avant de l'introduire, une petite motivation. L'algorithme du simplex a été classifié parmi les 10 meilleurs algorithmes du XXe siècle. Donc, c'est un article du journal SIAM, volume 33, numéro 4, publié en 2001. J'ai oublié le mois exactement. Et dans cet article, il revient aux 10 meilleurs algorithmes du XXe siècle. Parmi ces algorithmes-là, on trouve qu'en 1946, il y a l'algorithme de Monte Carlo. Il est enseigné à Esprit pour les étudiants d'infini. Donc, c'est un algorithme qu'on utilise surtout, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines, mais à SP, on l'utilise dans tout ce qui est processus stochastique. Donc, extension de la probabilité. Et puis, en 1947, il y a ce monsieur, Danzig. Je parlerai de son histoire dans la séance prochaine. Mais juste rien, je vais dire qu'il est d'origine russe. Ses parents sont des Russes qui ont immigré aux États-Unis d'Amérique, mais lui, il a travaillé pour l'armée américaine. Et en 1947, il a publié cet algorithme-là. Première utilisation de l'algorithme, c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée américaine l'a utilisé pour optimiser les stratégies de guerre et les Américains ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Et son algorithme a été utilisé spécialement lors de l'attaque des Alliés sur l'Allemagne de l'Ouest. C'était l'Allemagne dans ce temps-là, et spécialement dans le blocus de Berlin. Alors, donc, les Américains ont gagné la guerre et pour cela, cet algorithme a eu un très grand impact sur la Deuxième Guerre mondiale. Et de là, donc, il a été classifié parmi les meilleurs 10 algorithmes du XXe siècle. Alors, sans trop tarder, juste, je vais revenir au mot simplex. Donc, l'algorithme, il porte le nom de simplex. Pourquoi? Parce que tout simplement, le simplex est une enveloppe convexe d'un ensemble de n plus 1 points. Si on a n égale 1, donc n plus 1, ça fait 2, et j'ai un segment. On a vu dans la méthode
de résolution graphique dans l'introduction qu'un segment est convexe. Si n égale à 2, donc 2 plus 1, ça fait 3. Donc 3, c'est un triangle, le triangle est convexe, etc. Donc, la méthode de l'algorithme du simplex est basée sur à peu près comme on a fait graphiquement. Donc, on va explorer les sommets du domaine réalisable. Donc, on a vu graphiquement que le sommet, c'est l'intersection de deux contraintes moins. Et puis, notre algorithme va nous permettre de, après avoir initialisé, donc partant d'une solution initiale, comment améliorer la valeur de z en passant d'un sommet à un sommet voisin ou bien adjacent, c'est-à-dire en faisant changer une seule coordonnée. Si je change la valeur d'une seule coordonnée, je peux passer à un sommet voisin. Et donc, il va nous donner quelques règles, comment trouver la solution optimale sans explorer tous les sommets possibles. Pourquoi? Pour diminuer la complexité algorithmique. Je reviendrai aussi avec plus de détails sur cela. Et maintenant, je vais aller directement à appliquer l'algorithme du simplex sur un exemple. Donc, on va introduire la théorie à travers cet exemple-là. Alors, vous avez un énoncé. On va commencer par modéliser, et après, on va résoudre et trouver la solution optimale en appliquant l'algorithme du simplex. Donc, c'est à vous maintenant de trouver le modèle. Attendez, de trouver le modèle. Donc, on va prendre l'énoncé et on va aller sur notre espace de travail pour commencer donc la résolution de cet exemple. Voilà, on est là. Et c'est à vous. Donc, les données de l'exemple sont données sous forme de tableau. Et vous allez voir, si vous allez bien lire le tableau, il est très simple de passer de données sous forme de tableau à un programme linéaire. Alors, 5 minutes et on corrige. Je vais commencer à préparer la correction. Thomas, s'il vous plaît, donc essayez chacun sur son cahier de trouver le modèle qui correspond à ce problème-là. Alors, quelles sont les variables de décision? Combien ça attend de variables? Pour modéliser ce problème de combien on a besoin de variables? 4. 4, très bien. Je mets les 4. Nombre de produits à produire de Donc, chaque type. très bien. Donc, soit xi, le nombre de produits
I à fabriquer. Donc, le I, puisqu'on a quatre produits, I à fabriquer. À fabriquer, voilà. Et bien sûr, notre I, elle parcourt l'ensemble 1, 4. Donc, I, elle est inférieure ou égale à 1. Donc, elle mais variable de décision. Variable de décision. B. Quelle serait notre fonction objectif? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de minimisation ou bien un problème de maximisation? Maximisation. Qu'est-ce qu'on va maximiser? Bénéficie. Chiffre d'affaires. Donc, regardez, on a dans la dernière ligne le bénéfice. Donc, le bénéfice de chaque unité de produit 1 est égal à 7. Produit 2, 7x1 9, plus 18, 17. 9x2 plus 2. Très bien. Vous voyez, donc, quand on a les données sous forme de tableau, c'est facile, généralement, à trouver le modèle. Combien on a de contraintes? 3. 3 contraintes. Donc, on va les mettre. 3 contraintes. Donc, les contraintes sont, donc, on a 3 stocks, 3 ressources, 3 stocks de ressources. On ne doit pas dépasser dans notre fabrication les ressources limitées parce que nos ressources sont limitées. Alors, on va écrire. Alors, pour la première, c'est quoi? 2x1 plus 4x2 plus 5x3 plus 7x4 est inférieur à 42. Plus 5x3 plus 7x4 inférieur ou égal à 42. Ça, c'est la contrainte relative à la ressource numéro A. Donc, elle est x3. D'accord, 2x1 plus B. Donc, elle est à la source A, on a la source B, on a la source C. On a B, alors B, je vais sur les coefficients, je vais lire 1, 1x1 plus 1x2 plus 2x3 plus 2x4. Plus 2x4. Elle est un peu égale à 17. Et pour la troisième contrainte, j'ai pas. Mais attends, je vais corriger parce que je dois le faire dans un même bloc pour gagner en écriture. Alors, x1 plus 2x2 plus 3x3 plus 3x4, elle est inférieure ou égale à 24. Voilà. Et on a la contrainte de non-négativité. Avant cela, je vais, je vais, je vais les mettre dans le même bloc. Voilà, et on prend ça là. On a la contrainte de non-négativité, c'est-à-dire que les quatre, bon, comme c'est cool, donc donc xi, elle est xi supérieure ou égale à 0. D'accord? Donc elle est plus besoin, on n'a pas besoin. Et là, on a notre modèle. Voilà. Juste, il nous manque de mettre les accolades pour dire que
pour dire que la solution doit respecter simultanément toutes les contraintes. Mais, le modèle interne, on l'a fait. La question qui se pose maintenant, est-ce qu'on peut résoudre graphiquement ce problème? Est-ce qu'on peut le résoudre graphiquement? Ouais. Combien vous aurez besoin de temps pour faire la résolution Non, graphique? Non, on mais ne je peut mange pas. aussi. Voilà, parce que Voilà, le nombre de plaisir. variables de décision est Ouais, strictement plaisir. supérieur à 3. Donc là, on va introduire l'algorithme du simplex pour le résoudre. Alors, pour introduire l'algorithme du simplex, on a besoin de faire un travail préliminaire. C'est quoi ce travail-là? Ben, l'algorithme de simplex, il va utiliser des notions de l'algèbre linéaire et surtout la méthode de Pivot-Gauss, comme je vais rappeler tout à l'heure. Et pour cela, donc, il veut voir les contraintes sous forme d'égalité et non pas d'inégalité. Donc, première chose à faire pour se préparer à appliquer l'algorithme du simplex, c'est de remplacer les inégalités par des égalités. Est-ce que je peux les remplacer directement? Est-ce que je peux rendre, au lieu de mettre inférieur ou égal, mettre égal dans les trois cas? Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ça va changer l'ensemble des solutions. À titre d'exemple, si je ne produis rien, donc x, les x et y sont égales à 0, c'est une solution admissible. Elle appartient au domaine réalisable. Si je remplace tous les x et y par 0, 0 inférieur à 42, 0 inférieur à 17, 0 inférieur à 24. Maintenant, si je mets des égalités, la solution nulle ne sera plus une solution réalisable. Donc, l'ensemble des solutions, il va être changé. Pour cela, il faut trouver un moyen de transformer les inégalités sous forme d'égalité sans modifier réellement les données du problème. Et là, je vais donc vous présenter cette façon-là, où de là, on commence à préparer notre algorithme du simplex. Donc, s'il vous plaît, passez à un degré supérieur de concentration, d'accord? Et essayez de me suivre. À chaque fois où il y a une chose qui n'est pas claire, donc en temps réel, vous avez le micro, manette au bout de vos doigts, un petit clic pour parler et poser votre question en temps réel. Premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais représenter l'axe des nombres réels. Donc, l'axe des nombres réels, c'est un axe dirigé vers le sens positif. Donc, c'est le sens de plus l'infini. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir à cette expression. Je vais me focaliser en premier lieu sur la première contrainte. Et je vais venir à cette expression-là et je vais essayer de la mettre sur mon axe, l'axe des nombres réels. C'est un nombre réel, je vais le mettre ici, je vais le placer. Est-ce que j'ai des informations sur cette quantité-là? 2x1 plus 4x2 plus 5x3 plus 7x4. Est-ce que je peux l'encadrer à titre d'exemple? Est-ce que je connais quelle est sa borne inférieure, quelle est sa borne supérieure? Oui ou non? 0,42. Voilà, donc, puisque tous les x et y sont positifs, donc cette valeur-là ne peut pas être inférieure à 0 et ne peut pas être supérieure à 42. D'accord, je vais les écrire. Donc, la quantité, elle est comprise entre 0 et 42. Et bien sûr, théoriquement, elle peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 42. À titre d'exemple, je vais la placer ici. D'accord, j'ai le droit de supposer qu'elle est là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer la distance entre 42 et cette valeur-là. À quoi égale cette distance?
est égal à 42 moins 2x1 plus 4x2 plus 5x3 plus 7x4. Oui ou non? Donc, on suppose que je vais utiliser la couleur bleue. Je suppose qu'elle elle est quelque part là. D'accord? Donc, c'est la valeur de 2x1 plus 4x2 plus 5x3 plus 7x4. Donc, la distance en haut, c'est la différence, c'est l'écart entre 42 et 2x1 plus 4x2 plus 5x3 plus 7x4. Et là, je vais revenir à l'interprétation. Le 42, qu'est-ce qu'il représente? Le 42 représente l'état initial des ressources A. Donc, l'état initial, avant de se lancer dans la production, dans la fabrication des produits, on a 42 ressources A. Là, c'est la consommation. Regardez cette ligne-là, je l'ai pris de la consommation des ressources A. À titre d'exemple, si je vais décider de fabriquer une unité de chaque produit, donc je vais consommer 2 ressources A pour le produit 1, 4 ressources A pour le produit 2, etc. Donc ça va faire 12 plus 4, 16, plus 2, 18. 42 moins 18, c'est cette distance-là. Donc là, je vais mettre 18 et puis je vais calculer 42 moins 18. Donc, elle est ce que j'ai fait ici. Je vais l'appeler l'écart. C'est l'écart entre l'état initial d'un bien, ici de la ressource A, moins ce qu'on a consommé. D'accord? Donc, elle est l'écart. L'écart, je vais le noter à notation E. Donc, la lettre E représente l'écart. D'accord? Est-ce que cette notion est claire? Elle est primordiale, elle va jouer un rôle très important. Donc, je vais mesurer l'écart entre l'état initial d'un bien, dans la première contrainte, l'état initial de ressources A, moins la consommation de ressources A pour une décision prise, pour des valeurs, manière des x et y qui seront positifs. D'accord? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer les inégalités et les inégalités par une égalité. Pour ce faire, donc je vais tout simplement copier les codes. Je vais le réécrire. Alors, le réécrire comment? Je vais enlever LR. Je vais utiliser la couleur rouge, kif. Voilà, OK. Et je vais dire que c'est plus E. Bien sûr, un des trois contraintes, je vais énumérer les variables d'écart. Donc, E1 pour la première. Je vais refaire la même chose pour la deuxième. Je vais avoir plus E2. Égalité, plus E3, égalité. C'est E3. J'enlève l'inférieur ou égal. Là, j'ai plus E2. Et j'enlève l'inférieur ou égal. Et je vais ajouter que les EI, mes trois variables sont ici supérieures ou égales à 0. Parce que l'écart ne peut pas être négatif. Pourquoi? Parce que l'écart, il est toujours positif puisque c'est la différence entre l'état initial d'un bien moins ce qu'on va consommer. On ne peut pas consommer plus que qu'on possède. Voilà. Donc, j'ai transformé mon problème
j'ai gardé le même, on va dire, le même problème, sauf que j'ai remplacé les inégalités par des égalités en ajoutant les variables d'écart. متفقين ولا يا جماعة؟ باش نقدم لازم ناخذ كونفيرماسيون. Oui, كيف ما حاجة مش واضحة, s'il vous plaît, en temps réel, s'il y a une chose qui n'est pas claire, n'hésitez pas à me demander. OK? Donc, maintenant, je vais revenir un peu au vocabulaire. Donc, là, la première forme avec les inégalités s'appelle forme canonique. Donc, on dit que le PL est sous sa forme canonique. Et pour dire, pour expliquer pourquoi on dit que c'est sous sa forme canonique, eh bien, je vais donner une explication. Il est sous sa forme canonique parce qu'il y a deux mots-clés. Premièrement, je vais les mettre en rouge. Premièrement, c'est un problème de maximisation. Attendez, je vais prendre les verts. C'est un problème de maximisation. Deuxième mot-clé, toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. D'accord? Donc, contrainte lourde inférieure ou égale. Kiff pour les autres. Donc, à chaque fois où on a un problème de maximisation et toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal, on dit que c'est un problème sous sa forme canonique. Qu'est-ce qu'on va faire? On l'a transformé en un autre système équivalent, c'est-à-dire qu'il y a le même ensemble de solutions, mais ce deuxième problème, il est sous sa forme standard. Comment on passe de la forme canonique à la forme standard? Eh bien, par l'ajout de variables d'écart. Donc, par l'ajout de مسيو variables. تفضل. مسيو اوبليجي باش تتسمى كانونيك لازمها ماكسيميزي. Regardez, احنا dans le cadre de ce cours, on travaille toujours avec les problèmes de maximisation, avec toutes les contraintes sont de type inférieur ou égal. Si c'est un problème de maximisation, pour qu'il soit sous sa forme canonique, il faut que toutes les contraintes soient inférieures ou égales. Ben, il y a une différence. Dans la littérature, il y a qui disent que c'est la seule forme canonique. D'autres qui disent non, même si c'était un problème inférieur ou égal et toutes les contraintes sont de type supérieur ou égal, c'est un problème sous sa forme standard. Bon, dans le cadre de ce cours, je vais prendre cette forme standard, canonique plutôt, je m'excuse. Je vais prendre cette forme canonique. Pourquoi? Parce que je vais travailler avec la maximisation. Vous allez voir, même les problèmes de minimisation, on va les transformer sous forme de problèmes de maximisation. D'accord? Et votre question, à vrai dire, je sais qu'il y a deux démarches. D'accord? Ceux qui considèrent que c'est la seule forme canonique et d'autres qui peuvent généraliser un tout petit peu. C'est pas grave pour nous. C'est une question de convention, ni plus ni moins. Mais on est arrivé à la forme standard. Et donc, forme standard élire, on va commencer la méthode de résolution graphique. D'accord? Je m'excuse, on va commencer l'algorithme du simple. Alors, pour commencer l'algorithme du simplex, on va voir qu'est-ce que ça veut dire algorithme du simplex. Alors, l'algorithme du simplex est le suivant. Voilà. Et c'est l'algorithme qu'on va appliquer. Kiff. Je vais prendre une copie et on va aller dans l'espace de travail pour l'appliquer. Alors, on va prendre une nouvelle page. C'est fait. Sauf que c'est trop gros. On va... Voilà. Elle est normalement
et l'affaire. On va le placer ici pour le moment. Et puis, on va revenir à notre modèle. On va prendre une copie aussi. D'accord, il me manque CTRL-C et CTRL-V. Voilà. Tawa, on va commencer l'application de notre algorithme de simplex. Bien sûr, pour la personne qui m'a demandé est-ce que c'est la seule forme canonique, donc a priori, quand je vais présenter l'algorithme du simplex, vous allez me dire est-ce que c'est le seul algorithme qui existe? Parce que réellement, l'algorithme est unique, mais la façon de présenter l'algorithme du simplex, la façon d'écrire les tableaux diffère. Donc, dans la littérature, on peut trouver jusqu'à plus ou moins trois écritures. Alors, je vais présenter l'écriture que je considère. Bon, les trois sont bonnes, mais celle qui me plaît le plus. D'accord? Donc, ici aussi, on peut avoir des différences dans la façon d'écrire, mais l'algorithme est le même. Alors, on va commencer à appliquer l'algorithme du simplex. Alors, on vient ici et on se demande. Premièrement, il faut initialiser. Il faut construire ce qu'on appelle le tableau initial. Donc, on va présenter l'algorithme du simplex sous forme de tableau. Donc, on va réécrire cette écriture-là sous forme de tableau. Bien sûr, pour réécrire cela sous forme de tableau d'un simplex, il y a deux questions importantes auxquelles on doit apporter des réponses. Premièrement, quand je parle de tableau, quelle est la taille de ce tableau? Quel est le nombre de lignes et le nombre de colonnes pour transformer cette écriture-là sous forme de tableau? D'accord? Donc, il y a la première question. Quel est le nombre de lignes et quel est le nombre de colonnes? Deuxièmement, il y a une notion sur laquelle est basé l'algorithme du simplex, c'est les variables dans la base et les variables hors base. Je vais ouvrir une petite parenthèse et parler des variables dans la base et variables hors base. Je vais prendre ce petit point. Alors, variable de PL. Je n'étais pas en train d'écrire. Bon, je vais utiliser une autre couleur pour ne pas la confondre. Alors, la couleur verte, voilà. Alors, variable du PL. On s'est mis d'accord que le PL, ça veut dire programmation linéaire, d'accord? Ou bien programme linéaire, ça dépend du contexte. Variable du PL. Qui me dit pour cet exemple combien on a de variables? Pour l'exemple en cours, là, qu'on est en train de résoudre. Combien a-t-on de variables? 7. Très bien, 7 variables. B. Alors, ces 7 variables qu'on a, et on va le faire toujours de la même façon, on va les partitionner sous forme de
deux sous-familles. Des variables qu'on va appeler variables dans la base et d'autres qu'on va appeler variables hors base. Comment je vais faire la partition? Elle est simple. On appellera variable Normalement, les X dans la base, les hors base. si vous avez fait donc votre réponse intuitive sans savoir comment on définit les variables dans la base et comment on définit les variables hors base. Parce que votre réponse, elle va être exactement le contraire. Alors, on définit une variable dans la base, toute variable dont la valeur actuelle égale 0. Et une variable est dite hors base, toute variable dont la valeur actuelle est différente de 0. Bon, je dis qu'elle est différente comme ça. Je l'écris comme ça, c'est quand vous voyez que c'est différent. Ou bien je vais l'écrire comme ça. Oui, خليك. L'oula, الأولى خير. la première, d'accord. Donc, différent de 0 égale à 0. Alors, maintenant, on parle du tableau initial. Qu'est-ce que ça veut dire initial? Ça veut dire qu'on n'a pas encore lancé l'activité. Donc, dans cet exemple, l'activité, c'est une activité de fabrication. Si on n'a pas commencé la fabrication, ça veut dire quelles sont les variables qui seront dans la base et quelles variables seront hors base. Eh bien, si je n'ai pas lancé la fabrication, ça veut dire que x1 égale x2 égale x3 égale x4 égale 0. Pourquoi? Parce que le xi, on l'a défini comme étant le nombre de produits i à fabriquer. Avant de lancer l'activité, on n'a rien fabriqué. Donc, les xi sont égales à 0. Par contre, avant de lancer la production, les variables d'écart sont non nulles. E1 égale 42, E2 égale 17, E3 égale 24. Pourquoi? Parce que les variables d'écart, elles mesurent l'écart entre l'état initial des ressources moins la consommation. Dans l'initialisation, avant de lancer la production, donc, nos ressources sont pleines. D'accord? Donc, nos ressources sont pleines et de là, les variables qui seront dans la base seront les variables d'écart et les variables hors base seront les variables donc, comment dirais-je, les variables de décision. Et maintenant, je vais construire mon premier tableau. Donc, pour revenir au premier tableau, je reviens à la première question. Combien de lignes et combien de colonnes? Donc, mon tableau, il va avoir cette forme-là. Donc, dans cette première partie, il y a des lignes et des colonnes. C'est un tableau. Et bien, cette première partie, je vais écrire toutes les données. Donc, je vais m'organiser. Par exemple, pour les colonnes, je vais attribuer une colonne pour chaque variable. Je vais commencer par les variables de décision. Donc, x1, puis une colonne pour écrire le coefficient de x2, troisième colonne pour écrire le coefficient de x3, quatrième colonne pour écrire le coefficient de x4, cinquième colonne pour écrire les coefficients de E1, sixième pour écrire les coefficients de E2, septième pour écrire les coefficients de E3. Donc, j'aurai besoin de 7 colonnes. 7 colonnes. Donc, 7 colonnes. Combien de lignes? Eh bien, j'aurai besoin d'écrire la fonction, les coefficients de la fonction objectif. Et puis, les 3 contraintes. 3 plus 1, ça fait 4. 7 colonnes, 4 lignes. Là, on a qui le nombre de lignes avant. J'ai inversé, c'est pas grave. D'accord? Mais si je vais réserver cette ligne et cette colonne, il aura une information qui va me manquer. Les seconds membres.
j'ai besoin d'une colonne pour mettre les seconds membres. Donc, je vais ajouter plus une colonne. Quand je dis plus une colonne, avec toutes les lignes possibles. D'accord? Donc, allez, je vais ajouter une colonne et 4 lignes. Et puis là, je vais réserver une colonne à gauche pour écrire des variables de décision. Je m'excuse. Je vais réserver une colonne à gauche pour écrire les variables qui sont dans la base. Donc, E1, E2, E3. D'accord? Donc, réellement, j'aurai besoin de 4 lignes et de 9 colonnes. 4 lignes et 9 colonnes. Allez-y. On va écrire les 4 lignes et 9 colonnes. Bon, pour ne pas perdre de temps, je vais ça. Je vais importer le premier tableau. Je vais vous expliquer comment on a fait. Alors, année universitaire 2021, programmation linéaire. Bon, allez, simplex. Alors, exemple 1, utile, exemple 1. LED. Donc, c'est la forme standard, avec après la forme canonique, après l'ajout des variables d'écart ou l'atteinte des formes standards. Vous voyez mon premier tableau que je vais importer. Les références internes. Voilà. À la page courante. Et ça, c'est mon premier tableau. Donc, si on remarque, si on va observer ce tableau-là, qu'est-ce qu'on pense? Eh bien, on a 4 lignes, comme on a prévu. Là, si vous allez donc la partie intérieure, on va trouver 7 colonnes parce qu'on a les 4 variables de décision et puis les 3 variables d'écart ordonnées. Donc, on a 7 colonnes. On a ajouté une colonne à droite pour écrire les seconds membres, les Roma 42, 17, 24. Et une première colonne pour écrire les variables qui sont dans la base. Donc, remarquez bien que l'écriture est simple. Maintenant, pour la fonction z, alors 7x1, donc j'écris les coefficients de x1, donc 7x1 plus 9x2 plus 18x3 plus 17x4. Dans cette case-là, je vais toujours avoir la valeur de moins z. C'est-à-dire, la valeur de moins z. Donc, la valeur que je vais trouver, maintenant, si j'ai moins 50, ça veut dire que z égale 50. Bon, j'expliquerai plus tard pourquoi il y a là-bas moins z. Et ça, c'est mon tableau. J'explique par exemple, une petite troisième ligne. Donc, troisième ligne, c'est la troisième contrainte. Donc, coefficient de x1, c'est 1, 2, 3, 0 E1, 0 E2 et 1 E3. Second membre égale 24. Et voilà. Là, le triangle bleu pour faire la différence entre le tableau et les seconds membres. On a les coefficients du second membre. Voilà. Donc, au tableau de taille. Donc, pour l'écrire, il faut premièrement prévoir le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Deuxièmement, déterminer les variables qui seront dans la base. Donc, généralement, dans l'initialisation, quand on a un problème sous sa forme canonique, la maximisation et les contraintes inférieures ou égales, chaque contrainte va envoyer un représentant dans la base et ce représentant est la variable d'écart. D'accord? Donc, première contrainte nous a envoyé E1, deuxième E2, troisième E3. Arrivé à ce stade-là,
On a terminé l'initialisation et on va commencer à tourner l'algorithme du simplex. Avant de commencer l'algorithme du simplex, alors, y a-t-il des questions? Je vous écoute. Donc, on va l'appeler, bon, dans la littérature, on utilise le mot tableau ou bien dictionnaire. J'utilise le mot tableau, donc c'est la table numéro 1. C'est ma première table. Juste un tout petit peu. Voilà. Et je vais la placer ici. Il y a une tableau numéro 1. Et sur ce premier tableau de simplex, je vais appliquer l'algorithme du simplex. Des questions? Mais s'il n'y a pas de questions, je vais donc entrer dans l'algorithme. Alors, où sommes-nous? Nous sommes ici. Nous, on a initialisé le tableau de simplex. On avait un problème, on l'a modélisé, il était sous sa forme canonique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté des variables de décision pour avoir la forme standard, cette forme-là, du programme linéaire, et puis on va commencer à appliquer l'algorithme du simplex. Donc, cette écriture-là, on l'a juste écrit sous forme de tableau. Bien sûr, le tableau, il est ordonné suivant les normes de l'algorithme du simplex, et maintenant, on va appliquer l'algorithme du simplex. Je vais appliquer l'algorithme tel qu'il est ici, et à la fin, je vais vous donner des explications pour quel est le critère suivant lequel on va choisir la variable entrante, sortante et toutes les étapes. Mais maintenant, pour gagner du temps, je vais l'appliquer directement. Il est devant nous et je vais appliquer toutes les étapes, toutes les instructions de ce tableau-là. Alors, premièrement, il me demande est-ce que le tableau actuel, donc solution, est-ce qu'il présente une solution optimale? Quelle est la solution présente dans ce tableau-là? Eh bien, je vais l'écrire. Si la solution donnée par ce premier tableau, eh bien, la solution donnée, elle est la suivante. Elle est la suivante. Le vecteur de décision x, il est composé de 4 composantes, x1, x2, x3, x4. Quelle est leur valeur? 0, 0, 0 et 0. On ne fabrique rien. Combien on gagne? On ne gagne rien. Z égale 0. Pourquoi? Il faut toujours savoir lire la solution donnée par un tableau. Eh bien, tout simplement, je reviens à cette règle-là. Toute variable hors base est nulle. Et donc, ce sont les variables dans la base. Donc, dans la base, il y a 3 variables. Est-ce que x1 est une variable dans la base? Eh bien, non. Sa valeur égale 0. Est-ce que x2 est une variable dans la base? Non. Où j'ai déterminé z égale 0, voilà. Je trouve la valeur. On va la changer. Voilà. Je trouve la valeur de moins z. La valeur de moins z. Mais je trouve la valeur de moins z, voilà. Elle est dans ce cas-là. Donc, elle est 0. Moins 0, c'est bien sûr 0. Donc, elle est... Non, c'est pas là. C'est là. هذا tableau le dernier,
Et je vais commencer maintenant, donc, me demander, est-ce que cette solution, je ne fabrique rien, je ne gagne rien, est-ce que c'est le maximum que je peux obtenir? Eh bien, la réponse est non. Pourquoi c'est non? Parce que j'aurai une réponse oui, si et seulement si tous les coefficients de z sont négatifs ou nuls. Les coefficients de z sont là. Donc, Edoma, s'ils étaient tous négatifs ou nuls, ça veut dire que ma solution est optimale. Mais dans ce cas-là, elle n'est pas optimale parce que j'ai plusieurs variables qui sont strictement positives. Donc, la réponse est non. Je vais l'écrire. Donc, le tableau 1 n'est pas optimal. N'est pas optimal. D'accord? Tableau 1 n'est pas optimal. Mais si le tableau 1 n'est pas optimal, voilà, on est en train de maximiser, donc on va essayer d'augmenter la valeur de z. Elle est 0, on va essayer de l'augmenter. Comment on va faire? On doit choisir une variable qui va entrer dans la base. Donc, on va faire un changement de base. C'est-à-dire, il y a une variable qui actuellement, sa valeur est nulle. Elle va prendre une valeur non nulle. Et il y aura une variable qui va céder sa place, donc qui est actuellement non nulle. On va la consommer. Les ressources, on va consommer toute une ressource et la faire sortir de la base. Donc, une autre remarque, le nombre d'éléments dans la base restera toujours constant. Donc, toujours, je vais avoir trois variables dans la base. Et les trois résumés, parce que j'ai trois contraintes. Chaque contrainte, toujours, va avoir un représentant dans la base. Donc, dans chaque contrainte, j'aurai toujours une valeur, une seule variable dont la valeur est non nulle et tous les autres, leur valeur égale à 0. Actuellement, E1 non nul et les XI sont nuls. Okay? Comment choisir la variable qui va entrer dans la base? Donc, on choisira la variable qui a le plus grand coefficient positif. Donc, je regarde les coefficients strictement positifs. Voilà, j'ai 4. Quelle est la valeur la plus grande? Il y a 18. Cela me donne l'information que puisque 18, c'est le coefficient le plus positif, donc c'est x3, la variable entrant dans la base. Peut-être j'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi 18? Eh bien, si je veux maximiser et on me donne le choix de faire entrer une seule variable dans la base, ça veut dire, si je vais le traduire dans cet exemple, on me donne le feu vert de commencer la fabrication d'un seul produit. Donc, je vais ou bien commencer la fabrication du premier produit, ou bien du deuxième, ou bien du troisième, ou bien du quatrième. Si j'ai à choisir, et je suis en train de maximiser, donc je vais choisir le troisième produit. Pourquoi? Parce que il me rapporte le plus. D'accord? Une unité de produit 3 me rapporte 18. Alors tous les autres me rapportent moins. Donc d'une façon naturelle, puisque je veux maximiser, je vais choisir de lancer la production du troisième produit. De là, on va dire que x3, x3 est la variable entrante dans la base. x3 est la variable entrante dans la base. D'accord? Mais comme on a dit, s'il y a une variable qui entre dans la base, forcément, il doit y avoir une variable qui va céder sa place. Forcément, il y aura une variable qui va céder sa place. Eh bien, pour trouver cette variable, la question est simple. Quelle est la variable qui va céder sa place? Donc, pour répondre à cette question-là, on va se demander, puisqu'on a lancé la production, ou on veut lancer la production du troisième produit, combien d'unités on peut fabriquer au maximum? Combien d'unités
du produit 3 on peut fabriquer? Qu'est-ce que vous avez une réponse? 5. 5. D'accord. Donc, donnez-moi comment vous avez trouvé 5. Parce que le proverbe chinois nous dit, donne-lui un poisson, tu le nourris un jour. Apprends-lui à pêcher, tu le nourris pour toute la vie. Donc, il dit qu'il trouve les 5, car il une réponse dans ce cas-là, dans cette itération. Je dois retourner venir vers vous pour vous me donner la réponse pour le deuxième tableau. Et puis, s'il y en a un troisième, vous allez aussi me donner la réponse. Mais comment vous avez trouvé 5? 5 صحيحة ولا هي؟ هي غلطة. هكا هما لازم. بون نشوفوا كيفاش تخمم باش نتفاعلوا معك. اما انت سالتني لا معناها ممكن ديماج. سمعت السؤال بالغلط. حازم عندك ديماج نتاع ان فري من عرفت شنو هكا ماركتينغ كوميرسون كذا. Alors, la question est la suivante. Pour fabriquer un produit, le troisième produit, j'ai besoin de ressources. Quelles sont mes ressources? Je reviens même au tableau si vous voulez. Ça va être plus clair. Donc, pour fabriquer un produit 3, j'ai besoin j'ai besoin de 5 ressources A, 2 ressources B, 3 ressources C pour chaque unité de produit 3. Donc, question classique, je dois me demander, par exemple, si j'ai 3 responsables de ressources, je reviens vers le responsable de source A et je vais lui demander la question. Si on va lancer la production du troisième produit, combien peut-on maximum fabriquer? Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va me dire j'ai 42. Dans le stock, on a 42 ressources A. Et chaque unité, elle va consommer 5. Donc, il va faire une division. Il va calculer un ratio, 42 divisé par 5. Donc, si on fait l'opération, on va trouver 8,4. Il va me dire, d'après mes ressources, 8,4. Je vais poser la deuxième question, la même question pour le deuxième responsable des ressources B. Il va faire l'opération 17. Donc, c'est le nombre de sources B divisé par la consommation, donc 2, de chaque produit 3. Et je vais demander la même question sur C. Donc, il va faire 24 sur 3. Je reviens avec ces données-là dans mon tableau de simplex et je vais les écrire. Donc, on a dit que 3 est la variable entrante. Donc, quand la variable entrante, elle va nous définir ce qu'on va appeler colonne de pivot. Donc, ça va être appelé colonne de pivot. Et maintenant, je vais faire le même test. Donc, je vais ajouter une colonne à la fin que je vais appeler ratio. Et je vais calculer les ratios. Sont les ratios? 42 sur 5. Voilà, je vais l'écrire comme peut-être en toutes lettres. 42, non, 42 divisé par 5. هكا هي الأولى. والثاني ايش قلنا؟ قلنا 17 divisé par non, 17 divisé par 2. Par 2, par 2, hein, par 2. Vous faites 24 divisé par 3. Et voilà. 24 divisé par 3. On va déplacer. Donc, on est 17 sur 2. On est 24 sur 3. Alors, quelle sera la réponse? Combien peut-on? On est en train de maximiser. Combien de ressources peut-on
Combien de produits 3 peut-on fabriquer? شكون يجاوبنا؟ Somme des ratios. لا مش صامت. Eh, 8, normalement la plus petite. Voilà. Bon, on m'appelle 8. Pourquoi? On a 8,2, 8,4, 8,5. 8, on a 8, 8,5, 8,4. Pourquoi قلت لي انت 8 عليه 8 عليه مش 8,5 ولا 8,4 انا je maximise. Ça, 8,4 produits. نعتبر انه سي بوسيبل معناها البرودوي هو خلينا نقولوا ان بوا مثلا ما عادش انا سيمان هي ما يعني تاخذ اقل فالور خاطر انت تستعمل لي En 3. français, est-ce que vous avez des gens qui ne comprennent pas l'arabe chez vous, Non. dans votre groupe? Quand même, vous parlez en français parce que je vais déposer cette vidéo pour la classe infinie, puisque j'ai eu avec eux une séance présentielle hier. Il y avait beaucoup On va d'enfants. choisir la valeur, la plus petite valeur, puisque Pourquoi? on va utiliser les 3 ressources. Votre réponse est vraie. Votre camarade nous dit on choisit la variable sortante, celle qui a le plus petit ratio. Le plus petit ratio est dans la troisième ligne, donc de E3 et la variable sortante. Je vais l'écrire, mais je veux une explication pourquoi. Voilà, il y a une question. Pourquoi la variable sortante de la base et la variable E3? Ah, CTRL Z. C'est bien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que pour construire un produit E3, un produit fini, il doit avoir toutes les ressources dont il a besoin. Donc, les ressources C, donc, représentées par E3, ne suffit que pour fabriquer seulement 8. Je ne peux pas aller plus. Si je ne peux pas aller plus, donc je vais me limiter à 8. Je vais donner un autre exemple, peut-être plus. Donc, E3 est la variable sortante de la base. Alors, regardez. Et supposons qu'il y a مثلا une offre. MyTech va nous offrir des offres comme suit. Chacun qui va acheter un PC, un nouveau PC, dont la valeur est supérieure à 1000 dinars, il aura un cadeau gratuit, une tablette graphique. Je suis en train de chercher une tablette graphique. D'accord? Si vous achetez un PC qui coûte plus que 1000 dinars, vous aurez une tablette gratuite, une tablette graphique gratuite. Donc, elle est l'offre. Mais ils vont mettre à la fin, et toujours, il y a une phrase, si vous avez remarqué les offres, dans les limites de stock. Dans les limites de stock, si vous achetez un PC dont la valeur est supérieure à 1000 dinars, vous allez avoir une tablette graphique gratuite. Si MyTech, je m'excuse d'utiliser le nom MyTech, donc un vendeur de matériel informatique, dispose de 100 PC et de 50 tablettes graphiques, combien il peut faire d'offres? Il dispose de 100 PC et 50 tablettes graphiques. Alors, combien d'offres il peut offrir? Est-ce que 100 ou 50? 50. Pourquoi? Parce que voilà, comme limite de stock des tablettes graphiques, maintenant, on n'a que 50. Après 50, on a épuisé toutes les tablettes graphiques, on ne peut plus composer cette offre-là. C'est la même chose, Agnès, c'est le même raisonnement. Regardez, pour avoir un produit fini P3, il me faut toutes ces ressources. Cette ressource, les ressources C, seront épuisées dès le 8e produit 3. Je fabrique 8 produits 3, je n'ai plus de ressources C. Donc, un a des 0. Si j'ai 0,
est-ce que je peux en fabriquer plus? Même si c'était 50, la valeur est 50, 100 sur 5, مثلا. Un valeur entier. Je ne peux plus, puisque j'ai épuisé toutes les ressources C. Donc, il ne me reste pas d'autres ressources C pour en fabriquer plus. Et pour cela, donc, le choix de la variable sortante est la variable qui a le plus petit ratio, donc c'est E3. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a dit que la solution n'est pas optimale. On a choisi la variable entrante, celle qui a le plus grand coefficient positif. On a choisi la variable sortante, celle qui a le plus petit ratio. Maintenant, on va construire le nouveau tableau et on va boucler. On construit le nouveau tableau et puis on va revenir ici. Donc, on a fait une itération complète. On va revenir ici pour se demander est-ce que ce nouveau tableau nous donne une solution optimale, oui ou non. Alors, avant de construire le nouveau tableau, je reviens avec le vocabulaire. Donc, on a dit que la variable entrante nous définit ce qu'on appelle colonne de pivot et la variable sortante nous définit ce qu'on va appeler ligne de pivot. Donc, il y a ligne de pivot. D'accord? Donc, on dit colonne de pivot et ligne de pivot. Colonne de pivot et ligne de pivot. Et bien sûr, le croisement de la colonne de pivot et de ligne de pivot est appelé pivot. Donc, 3 tailles et c'est mon pivot. D'accord? Et maintenant, on va revenir à un peu d'algèbre linéaire. On aura besoin d'un peu d'algèbre linéaire pour faire le pivotage. Qu'est-ce que ça veut dire pivotage maintenant? Eh bien, pivotage, ça veut dire normaliser la colonne de pivot. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire normaliser la colonne de pivot? Ben, j'aurais besoin d'un peu plus d'espace. Peut-être je vais comme ça. Alors, normaliser la colonne de pivot, eh bien, tout simplement, la colonne de pivot est la suivante. La colonne de pivot, c'est la colonne de pivot. La colonne de pivot, c'est cette colonne-là. Voilà. Elle s'appelle la colonne de pivot. Normaliser la colonne de pivot, c'est choisir des transformations élémentaires sur les lignes, donc transformation élémentaire, pour que cette colonne se transforme en la colonne suivante. En la colonne suivante. Donc, le 18 doit être égal à 0. Mais 0. Le 5 il doit être égal à 0. Le 2, il doit être égal à 0. Et le 1 doit être égal à 1. Et le 3 doit être égal à 1. Voilà. ليش معناها normaliser la colonne de pivot. D'accord, je vais choisir des transformations élémentaires pour passer à cette écriture-là. Je mets les transformations élémentaires sur les lignes qu'on appelle TEL. Opération élémentaire ou la transformation élémentaire sur les lignes. Femme 3, on va utiliser spécialement 2 transformations élémentaires sur les lignes. Donc, en appliquant les transformations élémentaires sur les lignes, il faut normaliser la colonne de pivot. Qu'est-ce que ça veut dire normaliser la colonne de pivot? Alors, je connais d'accord, une transformation élémentaire sur les lignes, c'est quoi? Je vais l'écrire en stylo. Alors, transformation élémentaire sur les lignes, on a une ligne LI est multipliée par une constante. Donc, LI reçoit
alpha fois LI. Bien sûr, là, j'ai le droit de multiplier une ligne par alpha seulement si alpha est différent de 0. Deuxième transformation élémentaire, LI reçoit LI plus lambda LJ. LI, donc P habita, plus une constante lambda fois une autre ligne. Allez, on se rappelle de ces transformations élémentaires, oui ou non? On l'a fait l'année dernière. Une méthode numérique pour l'ingénieur à titre d'exemple. Hein? Bien sûr, Soko Talem Taïda, ça se voit que vous vous rappelez très bien de ces transformations élémentaires et ça, c'est bien, je suis content pour pouvoir avancer. Mais, bon, ils sont très simples et je vais les rappeler. Alors, maintenant, تعبت يا جماعة يا أخي كان تعبتوا قولوا لي كان تحبوا بوز 2-3 minutes معلش السكوت هذا يخوف surtout اللي قعدنا في سامبلكس Simplex, il est peut-être un peu lourd, un tout petit peu. Une fois que vous faites un exemple à la main, vous allez voir que tout va revenir dans les règles. Mais alors, donc je vais commencer à appliquer ces opérations-là. On dit 3. 3, je dois la rendre égale 1. Comment je vais faire? Donc, je vais multiplier 3 par un tiers. Donc, comment je vais écrire cela? Eh bien, je vais l'écrire comme ça. Alors, L, bien sûr, dans la nouvelle ligne, il y a E3 qui va céder sa place et X3 qui va entrer dans la base et se placer ici. Donc, je vais avoir E1, E2, X3. Et maintenant, je vais parler de la ligne de X3 dans le nouveau tableau. Donc, on va dire que L, X3 reçoit un tiers. Donc, je vais multiplier la ligne par un tiers fois quoi? Fois la ligne LE3. LE3. Voilà. Et c'est la première opération. D'accord? Donc, je vais effectuer cette opération-là. Et après, نعملوها مع بعض المشكل باش نعملها مانويلمون ومن بعد جوست هذايا ومن بعد جو vais donner le résultat. Alors, اش معناها انا النوفو تابلو نتاعي ناخذ الاسباس هذايا على الاقل نجي نكتب فيه يجي على باج كوهون به فوالا باش نعملها معاكم العملية comme ça vous allez voir que dans quel نحبها je vais construire le tableau numéro 2. Je vais coller le tableau numéro 2. Et coller LX3 reçoit un tiers de LE3. Donc, je dis l'année, et ben la ligne, voilà. Alors, je vais multiplier par un tiers. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver
Alors, معايا يا جماعة un tiers من ستيل. Donc, هنا un tiers. ومن بعد 2 tiers. ومن بعد 1. 3 fois 1 tiers, ça fait 1. بعد 3 fois 1 tiers, ça fait 1. 0 fois 1 tiers, 0. 0. 1 tiers. 24 fois 1 tiers, ça fait 8. D'accord? Bien. ومن بعد شو نعمل؟ بعد je vais faire l'opération اللي من بعد. شنو l'opération اللي من بعد؟ l'opération اللي من بعد هي نكتبها معناه هي LZ. Comment je vais annuler LZ? Donc LZ هي فيها 18 donc elle reçoit LZ هي بيها moins L majuscule هنا moins 18 LX3. تتبعوني يا جماعة. علاش moins 18 خاطر أنا توا je vais travailler بالإليمون هذا. je vais travailler هذا هو البيفو نتاعي. باش نستعمل الأوبيراسيون هذا. بلي تبعوني خاطر كان فهمنا واحدة سي معناها الآخر الكل يتبع. نستعمل الأوبيراسيون هذا. LI reçoit LI plus lambda fois NG. LI نتاعي هي LZ. Je veux annuler 18 هذا. علاه je veux annuler هكا خاطر 18 لازم تولي 0. 18 لازم تولي 0. Donc باش نعمل je vais multiplier ال 1 هذايا par moins 18. يعطيني moins 18. 1 fois moins 18 égale moins 18 plus 18 ça fait 0. C'est ce que je vais faire. Mais je ne vais pas le faire seulement pour un coefficient, je dois le faire pour toutes les lignes pour ne pas changer la valeur de ma fonction là. On va commencer le calcul. Donc, moins 18 fois 1 tiers, ça fait moins 6, plus 7, ça fait 1. Moins 18 fois 2 tiers, ça fait moins 12, plus 9, ça fait moins 3. Moins 18 fois 1, ça fait 18, plus 18, ça fait 0. Moins 18, plus 17, ça fait moins 1. 0. 0. Moins 18 fois 1 tiers, ça fait moins 6. Moins 18 fois 8, ça fait moins 144. Voilà. J'ai une information que mon tableau 2 n'est pas optimal parce que la présence de 1 ici. Et je vais continuer la correction, c'est-à-dire je vais prendre le 5. Alors, le 5, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir LZ, LZ, LE5, LE1, LE1, LE1 reçoit LE1 moins combien? Est-ce que l'école est moins combien? Qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai 5. J'ai 5. Je veux l'annuler. Je veux qu'elle soit égale à 1 0. cinquième. لا مش 1 cinquième. خاطر je dois multiplier le 1 par lambda. Le 1 هو LX3. Je dois utiliser la ligne de LX3 pour l'annuler. Donc, si je multiplie 1 par moins 5, ça fait moins 5. Moins 5 plus 5, ça fait 0. Donc, de là, je vais dire moins 5 LX3. Moins 5 LX3. Et comment je vais annuler le 2? Je vais effectuer les opérations tout à l'heure. Comment je vais annuler 2 Je dois multiplier le 1 par moins 2 et faire la somme. Donc, LE2 reçoit LE2.
LE2 moins 2 LX3. C'est les opérations qu'on a fait l'année dernière pour la méthode de pivot-gauss, pour la décomposition en élus. On a travaillé sur ces opérations-là. Normalement, vous les connaissez. Et voilà. Et on va faire le calcul. Bon, je ne vais pas faire le calcul pour gagner du temps. Alors, je vais prendre le résultat puisque j'ai les résultats. Tac, tac, tac. Après, je vais vous donner la collection indica. Elle est détaillée avec de l'écriture. Donc, je vais acheter les deux colonnes. Page courante. Voilà. Où sont-ils? Elles sont là. Elles sont là. Et voilà. Voyez, mon nouveau tableau. Est-ce qu'il est optimal? Donc, on a quand même une itération. Donc, je vais écrire tableau numéro 2. Ça, c'est le tableau numéro 2. Est-ce que le tableau numéro 2 est optimal? Donc, quand même, toute une itération. Est-ce qu'il est optimal? Il n'est pas optimal. Pourquoi? Parce qu'il y a une valeur qui n'est pas strictement négative. Ah non, on a dit que le tableau sera optimal si tous les coefficients de la fonction z seraient inférieurs ou égaux à 0. Tous sont inférieurs ou égaux à 0, sauf le coefficient de x1. Donc, cela me donne que x1 est la variable entrante dans la base. Et je dois choisir une variable sortante. Comment je vais faire? Kiff, kiff. Je dois calculer les ratios par rapport à la colonne de pivot. Donc, on va désigner quelle est la colonne de pivot. Alors, c'est la colonne de pivot. On doit calculer les ratios. Alors, ratio, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 sur 1 tiers, ça fait 6. 1 sur 1 tiers, ça fait 3. Et 8 sur 1 tiers, ça fait 24. Bon, 24, il faut déplacer. Voilà. Donc, ça fait 24. Donc, 24, quel est le plus petit ratio? Le plus petit ratio, c'est 3. Donc, E2, c'est la variable sortante de la base. Monsieur, C'est la... Oui. نعم. كيفاش نكالكول لي راسيو المرة الثانية par rapport شنو؟ Par rapport, dis-moi le colonne de pivot. Dis-moi second membre divisé par l'élément qui lui correspond dans la colonne de pivot. Donc 6, ça marche. 2 divisé par un tiers. 2 divisé par un tiers, ça fait 2 fois 3, ça fait 6. D'accord? 1 divisé par un tiers, ça fait 3. 8 divisé par un tiers, ça fait 8 fois 3, ça fait 24. Toujours, on calcule les ratios, on divise les seconds membres par rapport aux éléments qui leur correspondent dans la colonne de pivot. D'accord? Mais on a presque terminé. On a presque terminé. Pourquoi? Parce que ça y est, vous allez voir qu'on va tomber sur un tableau qui va être optimal. Juste, je vais copier et je vais dire que rester ici. Le tableau 3 n'est pas optimal. Le tableau 2 plutôt n'est pas optimal. Donc, quelle est la variable entrante? C'est x1, cette fois-ci, la variable entrante dans la base. Quelle est la variable sortante? C'est E2, la variable sortante de la base. D'accord? Donc, elle est ici. Bon, je vais juste terminer. Il me reste une toute petite chose à faire. Voilà le tableau numéro 3. Le tableau numéro 3, eh ben, il n'est pas trop compliqué, vous allez voir. Il est plus simple que les autres. Donc, je reviens et je prends une copie du tableau vierge pour pouvoir écrire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, X3 va rester.
Et là, je vais avoir x1. Dans la nouvelle base, changement x1. Et je vais prendre une copie. Alors, une copie. Donc, voilà. Jusque-là, il n'y a pas besoin d'autre chose. À la page courante. Où est-elle? Elle est là. Mais à la page courante, vous devez descendre. Vous devez descendre. Oui, page courante. Mais l'autre, où est-elle? Pas mal de pages, vraiment. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire. CTRL-C. On va éliminer, on va chercher l'autre page. Alors, suivante. Très bien. Donc, on est téléchargement terminé. Utile. Voilà, il est là. Et maintenant, on va construire le tableau numéro 3, qui n'est pas difficile. Pourquoi? Vous allez voir, il n'aura pas beaucoup de calculs là, il va avoir beaucoup moins de calculs. Alors, pour construire le tableau numéro 3, on va faire la même chose. Premièrement, V, c'est notre pivot. On va le normaliser. Comment on va le normaliser? Alors, LX1. عندي un tiers, je veux le normaliser. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le multiplier وتروح par. Très bien. 3 LE2. Donc, LE2. Bon, effectuons le calcul ensemble. Hein. Donc, fois 3, ناخذ stylo بتاعي, je prends mon stylo et je vais écrire. Alors, 1 tiers fois 3, ça fait 1. Ça, c'est notre nouveau pivot. Là, c'est moins 1. Là, c'est 0, 0, 3, moins 2 et 3. Il manque quelque chose. هو Attends, الجواب ده 1 moins 1. Ah, 3, 0, voilà. J'ai décalé. J'ai fait un petit décalage. Donc, je vais éliminer la machine et je vais les répéter. Le décalage n'est pas bon. Donc, 3, 0, puis 3, puis moins 2, et puis 3. Voilà. Et maintenant, directement, je vais voir est-ce que le tableau 3 est optimal, oui ou non. Donc, je vais l'écrire tableau 3, ça. Tab 3. Est-ce qu'il est optimal, oui ou non? Pour cela, je dois calculer la valeur de Z. Donc, la valeur de Z. Alors, L, Z, reçoit. Qu'est-ce qu'elle reçoit à Z? Qui va me dire? Hein? Qu'est-ce qu'elle va recevoir? Combien j'ai dans LZ? J'ai 1. Dans LZ, j'ai 1. Par quoi multiplier ce 1-là? Pour quand je fais la somme, je trouve 0. وانزا Voilà, donc LZ reçoit LZ elle-même, moins 1 fois LX1. Dis-moi la nouvelle ligne, cette fois-ci, c'est LX1. Et voilà, on va faire l'opération. Alors, faisons ensemble. Donc, moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 2, 0. Moins 1, 0. Moins 3. Moins 6 plus 2, moins 4. Moins 144 moins 3, moins 147. Et j'ai une bonne nouvelle. Le tableau 3 est optimal. Donc, je n'ai pas besoin de compléter le calcul.
Je n'ai pas besoin de compléter le calcul, juste pour donner la solution optimale, j'ai besoin de cette valeur-là. Pourquoi? Parce que, quelle est la solution optimale donnée par ce tableau? Eh bien, x optimal, qui va me donner x optimal donné par ce tableau. On a terminé. Vous me donnez la valeur de x optimal, vous me donnez la valeur de z optimal, et on a terminé. Allez, je vous écoute. Lecture du tableau. À quoi égale x optimal? Alors, comment je vais répondre? Chaque variable de décision qui est dans la base, je vais lire sa valeur, ou je vais lire sa valeur dans les seconds membres. Chaque valeur de base de décision qui n'est pas dans la base, sa valeur égale 0. Est-ce que x1 est dans la base? Allez, s'il vous plaît. Encore 5 Oui, minutes. Oui, quelle est sa valeur? 3. Donc, je vais mettre 3. Est-ce que x2 est dans la base? Non. Non. 0. Est-ce que x3 est dans la base? Oui, mais je ne connais pas sa nouvelle valeur. Donc, pour cela, je vais voir quelle est l'opération que je dois faire pour x3. J'avais un tiers ici. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre donc, Lx3. Elle reçoit elle-même et x3 moins un tiers, parce qu'il y a un tiers, moins un tiers, Lx1. Voilà. Si j'effectue l'opération moins un tiers fois 3, ça fait moins 1. 8 moins 1, ça fait 7. Donc, je vais l'écrire. Je vais l'écrire ici. Et je vais l'écrire ici. Est-ce que x4 est dans la base? Non. Donc, c'est un 0. Quelle est la valeur de z optimale? 147. On a dit toujours ici, on trouve l'opposé de la valeur réelle, 147. Et comme ça, j'ai arrivé à résoudre le problème avec 4 variables de décision grâce à l'algorithme du simplex. Et هو l'algorithme du simplex. Bien sûr, il nous reste à répondre pourquoi cet algorithme figure parmi les algorithmes qui ont été classés parmi les 10 meilleurs algorithmes du XXe siècle. Et je vais le laisser pour la prochaine fois. Plus ou moins, je vais m'arrêter là. Je vais vous répondre à vos questions. En même temps, je vous ai donné la dernière fois un exercice, l'exercice de l'agriculteur. Et je vous ai demandé de le modéliser, de le résoudre graphiquement et de le résoudre avec l'algorithme du simplex. Essayez de compléter l'algorithme du simplex. On va le corriger la séance prochaine en présentiel. Mais j'écoute vos questions. Juste une petite... تفضل allez-y. باش نقول لك تو ناخذ ممكن عندنا كيستيون تو نسالكم في بريزونسيال. Très bien. أنا juste باش نقول لكم حاجة راهو peut-être peut-être comme s'il était un peu compliqué ou bien il y a de calcul. Non, c'est pas il n'y a pas beaucoup de calcul, il n'est pas compliqué. Puis remarquez bien que vous êtes habitué à faire ce genre de manipulation dès l'année dernière dans les méthodes numériques pour l'ingénieur, les méthodes de pivot Gauss, décomposition aiguë et ainsi de suite. Je vous remercie. Merci pour votre présence. Je vais vous déposer cela et la vidéo et le support de cours. Et pour la semaine prochaine, essayez
de faire l'exemple de l'agriculture avec l'algorithme du simplex. On le corrigera. Je reviendrai aux exemples de résolution graphique, aux exemples qui existent dans le support de cours de résolution graphique. Et comme ça, on fera un TD la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci et au revoir. Au revoir.